Eh bien salut, c'est encore Fred pour un Indécent Podcast, toujours à Octogone 2022, 12e édition. Et on est avec Jérôme des 12 Singes, éditeur de jeux de rôle très prolifique et des gammes de grande qualité. Bon, je ne suis pas censé trop le dire quand même, parce qu'on va me dire il est vendu encore celui-là, oh là là. Donc Jérôme, salut. Salut, ça va? Tout impeccable. Est-ce que tu peux quand même représenter vite fait les 12 singes? A priori vous êtes 12. Exactement. Alors du coup, les 12 singes, on est une maison d'édition spécialisée dans la création francophone. Donc on crée beaucoup de jeux de rôle et beaucoup de gammes en français. On fait quelques traductions et notre parti pris, c'est vraiment de faire des jeux faciles à aborder, faciles à prendre en main. Donc on a beaucoup de scénarios, beaucoup de campagnes prêtes à jouer, clés en main, qui permettent de jouer rapidement. Et du coup, voilà, donc on existe depuis 2006 et on a commencé par Trinité, qui est notre jeu campagne qui nous a lancé. Et après, on a eu pas mal de jeux. On a eu BIA, Pax Elfica, Les Encagés, voilà, plein d'autres trucs. Ouais, c'est vrai que, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, Pax Elfica, donc c'est une campagne où on joue la résistance, hein, plus ou moins, contre des méchants nécromanciens et des vilains elfes. On a pris un petit peu entre les deux, et c'est compatible système clé en main et Donjon 5. C'est ça, voilà, c'est ça. Hop, Pax Elfica, c'est ça. Et ouais, c'est compatible clé en main et Donjon 5, donc clé en main, le système est intégré dedans, et Donjon 5, il faut acheter les livres séparément. Ouais, ou le SRD, enfin peu importe, voilà. N'importe quel bouquin fonctionne. Donc c'est vrai que vous éditez... Alors moi c'est vrai que je m'arrête un petit peu sur deux gammes qui me tiennent à cœur. Donc premièrement c'est les clés en main et ensuite Cthulhuac. Donc déjà sur clés en main, donc j'ai découvert cette gamme sur le tard hein, forcément. Mais donc c'est des campagnes, comme son nom l'indique, où le système est déjà intégrant. Il tient je crois de mémoire sur 6 fiches. Hein. 6 fiches recto verso. 6 fiches recto verso. Alors du coup, campagne clé en main, il y a un peu tous les styles. Là, on en a sorti deux assez récemment. On a sorti Héritage, qui est une campagne post-apo et pré-apo. Donc on joue deux équipes avec chaque scénario qui est séparé en deux parties. Une qui est avant l'apocalypse et une qui est après l'apocalypse. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer de sauver le monde une nouvelle fois. Donc c'est une campagne assez orientée action et découverte. Et après, on a sorti très récemment Limbe, qui est un clé en main horrifique, un peu film d'horreur, où on accompagne Marion, qui est une jeune fille qui va fêter ses 20 ans dans un manoir de famille abandonné. Évidemment, ça va mal se passer. Et donc ça joue un peu sur les clichés du film d'horreur, tout en étant clé en main, c'est-à-dire que comme dans tous les clés en main, on peut réussir ou rater des actions, les choix vont avoir des conséquences, et le final va vraiment dépendre de tout ce que les joueurs ont fait auparavant. Donc il y a plusieurs finaux qui dépendent des actions des joueurs. C'est ce que j'avais trouvé très bien justement dans cette gamme clé en main, c'est les marqueurs des différents scénarios. On coche les cases selon les choix des joueurs et ça détermine une fin possible ou pas. C'est ça, exactement. C'est le principe vraiment des clés en main dès le début, depuis 2012 qui était le premier. Donc 2012, on essaie de sauver le monde contre des choses, je ne peux pas le dire parce que sinon ça dévoile le pitch, enfin ça dévoile les secrets. Mais c'est une campagne assez orientée action, infiltration. Et oui, c'est le principe, c'est d'avoir des jauges à cocher ou des cases de réussite ou d'échec qui vont vraiment tout impacter. Et c'est assez libérateur aussi pour le MJ parce que les gens peuvent rater un scénario complètement, on peut quand même faire la suite, mais du coup, ça va avoir des conséquences sur le final. Et du coup, alors c'est vrai que ça, c'est, je pense, un de votre gros succès, si tu me diras ou pas, c'est Cthulhuac, parce qu'à la base, c'est une traduction d'un petit système pour jouer du Cthulhu avec un autre système que le basic role-playing. Et du coup, chez les 12 singes, c'est incroyable le nombre de suppléments qui est sorti, que ce soit du contexte, des campagnes. Moi, je ne vais pas parler des encagés tellement c'est une merveille. Donc, retrouver une campagne de cette intensité, ça va être compliqué quand même avec Tristan Loeb. Hein. Oui. Cthulhuac, c'est vrai qu'à la base, on avait besoin d'un système de jeu pour motoriser l'affaire de Luz, qui était une campagne où on n'avait pas de système de jeu approprié. Et plutôt qu'utiliser un système qu'on avait comme clé en main ou d'autres, ou des 6 systèmes, on a décidé de chercher des systèmes qui émulent un peu Cthulhu. Et donc j'en ai testé plusieurs et j'ai décidé de me lancer sur Cthulhuac parce que j'aimais beaucoup le côté assez simple du système et le système d'attrition qui fait que petit à petit les joueurs s'épuisent. J'ai trouvé que ça émulait bien les nouvelles de Lovecraft où les personnages au début tout va bien, puis petit à petit ils s'enfoncent, ils deviennent de plus en plus fatigués, ils commencent à avoir des choses bizarres et ça marche bien Cthulhuac.
Et à la base, c'est vrai que c'est un tout petit système anglais. Et on a décidé vraiment d'en faire une gamme française avec beaucoup de suppléments, parce qu'on a plein de choses à dire dessus. Et c'est assez inépuisable en fait, Lovecraft. On peut faire de la création sans arrêt. Ouais, j'ai vu, donc il y a les Libri Monstrorum, donc c'était Wendigo, etc. Libri Arcanorum, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là, il y a Libri Mondorum qui devrait sortir en fin d'année en financement participatif. C'est ça, il sera en fin novembre en financement participatif. Et donc là, l'idée, c'est de décrire des univers de manière un peu détaillée, enfin des mondes qui sont évoqués dans Lovecraft sans être vraiment détaillés. Donc par exemple, dans Lovecraft, on parle de l'Atlantide, on parle du continent de Mu, ou de la cité sans nom. Et donc tout ça, on va vraiment décrire comment on peut y aller, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui vit à l'intérieur s'il y a des choses qui vivent. Et il y aura des scénarios dans chaque monde qui permettent aussi de jouer facilement. C'est vraiment notre objectif, c'est à chaque fois qu'on donne toutes les clés au MJ pour qu'il puisse jouer facilement dans l'univers et qu'il n'ait pas à créer lui-même ses propres scénarios. Comme dans les précédentes trilogies de Libri, parce qu'à chaque fois c'est 3 bouquins, hein, et à chaque fois il y a un scénario qui permet d'exploiter. C'est ça, à chaque fois il y a pas mal de scénarios. Alors dans le Libri Arcanorum, c'est un livret qui contient que des scénarios. Et là, il y aura dans chaque livre, il y aura 3 scénarios, du coup un par monde, parce qu'il y aura 9 mondes qui seront décrits. Et ça, c'est pour Cthulhuac. Là, en ce moment, il y a en financement participatif donc un supplément pour les oubliés, parce que c'est vrai que c'est une gamme aussi. Déjà, au niveau illustration, c'est un coup de cœur, hein, c'est vraiment super beau. Et donc là, c'est Félon, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, donc c'est un supplément, c'est Félon, donc ça contiendra 2 scénarios, ça contiendra des règles supplémentaires pour le combat, pour des espèces de bottes secrètes que peuvent avoir les combattants. Et il y aura aussi des nouveaux sorts et un bestiaire onirique de Triclir, qui est une cité qui est dans le monde onirique. Et en plus, donc, il y a ce supplément qui est un financement participatif et on produit aussi des decks de cartes pour les pouvoirs. Parce que c'est pratique quand on est joueur de pouvoir avoir en main les decks de cartes pour voir les sorts qu'on peut utiliser, les sorts qu'on peut apprendre. Donc voilà. Et alors les sorties actuelles chez les 12 singes, du coup, c'est quoi en ce moment? Alors les dernières sorties, alors là on a, il n'y a pas très longtemps du coup, on a eu tout ce qui est Libri Arcanorum qui est sorti. On a ICRPG aussi qui est sorti, qui vient d'arriver. Et là, dans les prochaines sorties qui vont arriver, il va y avoir Faust Commando très bientôt. Ouais, c'était la campagne qui termine le jeu, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Ça clôture la gamme, donc c'est une campagne qui termine la promesse du jeu. Et qui était en financement participatif et là qui devrait être livré dans pas trop longtemps aux souscripteurs et ensuite ça arrivera en boutique. Et donc là du coup je vois que tu l'as dans les mains, c'est donc un financement participatif qui est arrivé, je crois que c'est le dernier petit bébé en traduction, donc Nibiru. Alors Nibiru c'est arrivé aussi très récemment et donc ça c'est un jeu qui est un peu un coup de cœur qu'on a eu, où on est dans une cité spatiale, on joue des gens qui sont amnésiques et qui vont découvrir leur histoire et leur passé. Et c'est un univers un peu poétique, un peu horreur. C'est entre du Alien, du Blade Runner, mais c'est aussi matiné d'antiquité mésopotamienne. Donc c'est une espèce de mélange assez étrange et qui marche très bien. Et donc là, tout vient d'arriver en boutique il y a quelques mois. Du coup, je sais qu'en financement, ça dépendra des imprimeurs, la maquette, etc. Donc c'est Cryptomancien et Egrégor. Oui, c'est ça. Donc ça sera en début 2023. Donc Cryptomancien, il y a déjà 2 livres, 1 ou 2 livres qui sont terminés. Et Egrégor, on a aussi livré les premiers PDF, le PDF de règles. Donc ensuite, on continue la suite et les 2 vont arriver au cours du premier semestre 2023. Je me garde une question pour plus tard. On se fera une interview une autre fois sur mon jeu de rôle que je viens de découvrir. C'est devenu mon chouchou, c'est Crystal. Donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tous les deux. Mais du coup, je voulais mettre l'accent sur quelque chose d'autre qui fait aussi une spécificité des 12 singes, je trouve, qui fait que vous êtes un petit peu à part aussi dans le monde de l'édition du jeu de rôle. C'est votre volonté d'être présent sur le dématérialisé. Ce qu'on appelle les VTT, les Virtual Tabletop, soit Roll20, Let's Roll, donc là c'est Foundry VTT je pense. Et je sais que sur le Game on Tabletop Marketplace, pareil, vous avez beaucoup de choses. Donc quels sont les premiers retours, parce que je crois que ça fait à peu près un an maintenant que vous commencez à vendre. Donc quels sont les premiers retours et puis les perspectives là-dessus?
Alors c'est vrai qu'on avait des demandes de personnes qui nous demandaient des produits dématérialisés en PDF. Et notre idée, c'était de dire, ok, si on se lance dedans, on n'essaye pas juste de faire des PDF, on va essayer de mettre une valeur ajoutée et vraiment de réfléchir au produit, pas juste comme ça, comme un truc annexe, mais vraiment comme un vrai produit PDF qu'on peut acheter pour une plus-value. Et donc c'est pour ça que sur notre marketplace, sur le marketplace de Game On Tabletop, on a la plupart de nos gammes qui sont numérisées. Et donc il y a des packs numériques qui contiennent les PDF, mais aussi pas mal de choses qui peuvent être utiles quand on joue en ligne. Donc il y a toutes les images qui sont exportées et resizées pour un usage sur plateforme. Les jetons et tout. Voilà, il y a des jetons aussi qui sont créés quand on a des images. Tout est organisé aussi en dossier pour que le MJ puisse facilement retrouver les informations. Donc c'est des petits détails, mais au final on a un très bon retour dessus. Parce que je confirme, ça facilite bien la vie. Parce qu'une fois qu'on a acheté du coup le pack, c'est beaucoup plus facile après de monter sa table sur Let's Roll, Roll20 ou Foundry. Et en fait pour Foundry, on a été contacté par une équipe de développeurs qui avait vraiment envie de développer Foundry en France avec du vrai matériel d'éditeur. Et on a décidé du coup d'y aller. Et donc là, il y a les encagés qui viennent sortir en module payant du coup sur Foundry. Il va y avoir Paxel Fika qui va arriver. Il y aura aussi la ville en jaune, il y aura aussi la lisière, puis peut-être d'autres choses. Donc voilà. Du coup, les retours que vous avez pour l'instant, je parle en termes de vente, si c'est pas indiscret bien sûr. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça frémit? Est-ce que c'est pas encore à vos attentes? Alors ça dépend en fait, ça dépend des jeux. Voilà, il y a des jeux qui marchent très très bien en numérique, d'autres un peu moins. Mais bon, c'est comme dans tous nos jeux, on a des jeux qui marchent un peu moins, d'autres qui marchent bien. Après globalement on est satisfait et après surtout on est content parce que les retours des gens sont très positifs et ils trouvent que c'est vraiment bien d'avoir ce genre de qualité au niveau des PDF. Donc ça c'est ce qu'on voulait. On voulait marquer le coup et voilà, faire vraiment monter d'un niveau la production numérique. Donc on est content parce qu'on trouve que c'est... J'en profite aussi parce que bon, j'avais été voir le marketplace. Donc s'il y a des gens qui trouvent que les encagés en tout démat c'est cher, regardez un petit peu ce qu'il y a derrière comme boulot. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Oui, parce que du coup, c'est beaucoup de matériel et c'est plus de 60 têtes de jeu, c'est beaucoup de matos, beaucoup de portraits, de scènes. De toute façon, on fait au prix qui nous semble le plus juste sans... que ça reste du JDR, donc on ne peut pas mettre des prix trop élevés de toute façon. Mais en vrai, le JDR, c'est quand même des livres de luxe qui sont vendus à des prix plutôt raisonnables par rapport à l'édition classique du livre. Du coup, la petite question justement, les à côté, le côté off en fait de la production de jeux de rôle, c'est avec toutes les augmentations du papier, de la logistique, de l'énergie, comment ça va évoluer chez vous? Parce qu'on a vu les annonces de Black Book sur les augmentations des bouquins, pareil sur les gens saxons, donc c'est pour tout le monde. Donc comment ça va se passer chez les 12 sages? Alors pour l'instant c'est compliqué, c'est-à-dire que tous les projets de financement participatif deviennent de plus en plus difficiles à équilibrer. Donc on va essayer de limiter les augmentations de prix dans tous les cas, parce que voilà, c'est difficile pour tout le monde. Après ça sera peut-être un peu moins de contenu, un peu moins d'illustration, ou un peu moins de bonus en financement. On va faire au mieux pour limiter l'impact. Déjà, on a pris en charge pas mal de hausse des prix sur les réimpressions. Par exemple, les encagés, on l'a réimprimé là, ça reste le même prix qu'avant. On a fait quelques petites modifications au niveau de la fabrication, mais globalement, ça va être quasiment la même qualité. Donc, on prend à notre charge le surplus et le surcoût pour l'instant. Après, ça dépend si ça continue à augmenter, parce que on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. On verra comment passe l'hiver avec le prix de l'électricité. Exactement. En tout cas, merci Jérôme pour cette petite interview. On va vous souhaiter un très bon festival. Et puis, t'inquiète pas, je te cuisinerai pour Crystal d'entrer très rapidement. Très bien, ça marche. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.